Bonjour à tous et toutes. Écoutez, en fait, pour la petite histoire, en fait, Alain m'a demandé d'introduire cette non-conférence sans savoir effectivement ce qu'on mettait derrière non-conférence. C'est peut-être pour ça qu'il m'a demandé de l'introduire. Et il m'a demandé hier. Donc, j'ai pas vraiment préparé le truc. Donc, m'en voulez pas. Je vais faire comme lui. Hein, je vais y aller sans corde. Je suis à vue. Je vais y aller sans corde. Mais peut-être que grâce aux échanges qu'on a eus récemment et puis à la conférence de ce matin, moi, Alain, j'ai un petit peu pensé et je voulais te proposer peut-être de t'introduire avec un nouveau narratif. En fait, je pense que quand je parle de narratif, je parle de la personne, de la manière dont il est présenté. Et Alain Robert est souvent présenté comme le French Spider-Man. Expression qui, je pense, te saoule un peu parfois. Voilà. Et en fait, et justement, comme je le sais, et comme je suis super sympa, je voulais t'introduire autrement. En fait, pour moi, je voulais déplacer le côté Marvel, donc grosse production hollywoodienne, etc., par potentiellement une autre qui est plus axée sur la revanche, ou la vengeance, ou la revanche, et qui, moi, me parle un peu plus, c'est-à-dire le cinéma de Tarantino. Vous connaissez Quentin Tarantino, et en plus, je trouve qu'Alain, il a un petit look de David Carradine. Vous savez, c'est Bill, dans Kill Bill. Voilà. Euh, et pourquoi je parle de revanche, c'est parce que là, en fait, à ma gauche, on a quand même un mec qui a pris pas mal de revanche sur sa propre vie, mais aussi sur la société. La première, c'est que c'est la revanche d'un gamin qui est chétif, extrêmement timide, qui a peur de son ombre, qui raconte qu'en fait, il a connu le Verdon parce que quand son père l'emmenait en vacances, il était complètement terrifié par le vide. Quand vous arrivez sur le Verdon, c'est 300 mètres hein, ou plus et qu'il se cachait les gorges du Tarn, pardon. Et qu'il était... Et la revanche de ça, c'est qu'un jour, bon, bah, il vous la racontera mieux que moi, mais il décide de faire de l'escalade pour justement se venger de ça, prendre sa revanche en fait sur un traumatisme en fait qu'il voulait, ou un traumatisme, ou en tout cas une anxiété qu'il voulait les chercher. En plus, après, il y a un épisode évidemment qui vous racontera aussi dans le détail. Il y a, il y a, il y a une deuxième. Ouais. Le tien comme ça, comme ça. Je, je pense à une deuxième revanche, Alain. Il y en aura que trois. Je pense à une deuxième revanche, c'est celle de 1982. Tu tombes, bah, tu manques de mourir. C'est un miracle que tu sois encore en vie. Tu tombes sur du calcaire de 20 mètres de haut, tu te démontes quasiment bah, les poignets, les avant-bras, etc. Aujourd'hui, tu es à 66% d'invalidité. Et en fait, 82 pour toi, c'est quand même une revanche aussi parce que tu prends une grosse claque à ce moment-là. Tu es quand même sportif de haut niveau, tu t'es vengé déjà, en tout cas, tu deviens escalade et tu pourrais justement être au top niveau de l'escalade sportive, remporter des titres, etc. Et puis en fait, tu prends 2 ans de rééducation dans la vue. Mais c'est aussi le moment où en fait, tu te relèves et tu fais en fait, ta décennie magnifique, c'est ton âge d'or, c'est là où tu grimpes les meilleurs solos. Tu finis avec La Nuit du Lézard en 91, mais tu fais Pol Pot, Ouais, tu fais ouais, c'est vrai. l'Abominable Homme des Doigts, etc. Et puis la troisième revanche, c'est peut-être sur cette communauté de grimpeurs dans laquelle tu n'as jamais vraiment senti avoir ta place, peut-être pour ta chute en 82, peut-être parce que tu faisais, etc. Où tu décides d'aller sur le building. Alors ça, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais avec tes peaux de serpent, etc., comme un espèce de fuck, quoi, non seulement à la société, mais aussi à une communauté, à ton look, etc. Et moi, c'est Marqué, hein. ouais, un petit peu badass, quoi. Voilà, David Carradine. Et moi, en fait, à mon petit niveau, dans ma petite introduction, bah, j'aimerais vous laisser sur ça. Moins sur le côté French Spider-Man, mais plus sur le côté David Carradine qui prend sa revanche ou Ronkuta Tarantino. Et moi, cette non-conférence, sachant qu'on ne sait pas trop ce que c'est, ce que tu vas faire, etc., mais en tout cas, ce que je vous souhaite, c'est qu'en tout cas, il exprime bien. Moi, c'est un mec que j'ai appris à connaître là ces derniers jours, ces derniers temps, rapidement, et je pense que c'est ça qui, en tout cas, s'est dégagé de nos conversations. Je pense que c'est ça aussi, c'est un peu l'angle mort aussi des interventions que Alain fait, ou en tout cas de la manière dont il est présenté dans les médias. Je pense que vous avez 1 heure de non-conférence. Pour moi, non-conférence, ça résonne aussi avec bah, faire un truc nouveau, faire un truc neuf, etc. Et je vous souhaite de prendre cet angle-là, et puis bah, je vous laisserai avec un truc que Alain aime beaucoup dans la vie pour vous souhaiter une belle non-conférence champagne. Voilà, alors merci beaucoup et puis Ben, merci à bonne, toi, Mathieu. bonne non-conférence à Merci tous. pour l'introduction. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous raconter ce que je vous disais tout à l'heure.
une partie assez importante de ma vie et des événements qui m'ont marqué. Et en fait, surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai découvert très tôt dans la vie qu'on était maître de notre destin. Et ça, c'est important parce que pas tout le monde le réalise. Et donc, ce que je propose maintenant, ben, c'est de partager cette histoire avec vous. Et j'aimerais d'abord vous lire quelques phrases d'une préface qui a été écrite par un professeur en médecine dans un de mes livres. Je la connais par cœur, donc je peux vous la réciter. Et c'est Gérard Howell, qui est chirurgien orthopédiste et qui est chirurgien de la main. Alors, il dit, ce que je ne comprends pas m'intéresse. Ça fait 40 années que je m'occupe d'Alain Robert et il m'a constamment posé des questions. Alain reste une énigme médicale, car celle d'un excellent résultat fonctionnel et un résultat anatomique très médiocre. Il faut que je me rappelle après le reste, c'est pas facile. Hein. Voilà. Et il dit en fait, qu'est-ce qu'il dit, putain? Ah là, du coup, là, j'ai un blanc. Ouais, il dit un chirurgien qui pourrait se targuer, aveuglé par sa vanité par rapport aux résultats spectaculaires d'Alain Robert, en fait, n'a pas raison. Parce que simplement, ce n'est pas la chirurgie qui a guéri Alain Robert, c'est en fait Alain Robert qui s'est guéri lui-même, qui a optimisé ce qui restait fonctionnel sur son corps et qui en a fait quelque chose qui dépasse l'entendement. Et puis, à la fin, ben, il dit, j'avais formulé à Alain un mauvais pronostic. Il s'est ingénié à me montrer que j'avais tort et pour cela, je l'en remercie et j'espère trouver dans son livre mes réponses qu'il m'a constamment posées. Alors bon, en fait, Gérard, je l'ai rencontré le 29 septembre 1982. Donc j'avais décidé d'aller grimper sur les falaises de Cornage-Châteaubourg, à côté de Valence. Donc à l'époque, c'était mes falaises de prédilection. Et j'avais un enchaînement que j'avais déjà essayé quelques fois, que je voulais à tout prix réussir, et qui constituait à escalader toutes les voies du site en solo. Donc des voies pas très hautes, entre 15 mètres et 30 mètres. Il y en avait une vingtaine, à part l'abominable homme des doigts, donc ça, c'était hors de question. Mais en fait, tout le reste, c'était jouable. Je les avais déjà toutes faites individuellement en solo. Et donc, je voulais juste essayer de les enchaîner toutes dans la foulée. Donc, je suis arrivé au pied de la falaise, j'étais tout seul, j'ai mis mes pompes, j'ai mis mon sac à magnésie autour de la taille. Et puis, j'ai commencé à grimper. Alors, les voies faciles au début pour pouvoir m'échauffer. Et puis petit à petit, ben, j'ai commencé à augmenter le niveau. Et puis, tout se passait super bien. Au bout d'une heure, une heure et demie, ben déjà, toutes les voies difficiles étaient derrière moi. Ça allait assez rapidement parce qu'en fait, ce que j'avais choisi comme stratégie, c'est que je montais par les voies difficiles et je désescaladais les voies plus faciles. Donc, ce qui me permettait d'avancer assez rapidement. Et puis après, bah, j'ai continué à faire les voies, elles, qui étaient un peu plus faciles, qui me restaient. Et puis alors que je désescaladais ce qui était ma dernière voie, j'ai entendu du bruit et j'ai réalisé qu'il y avait une quinzaine de mômes en bas avec deux moniteurs d'escalade que je connaissais. Donc une fois que je suis arrivé au pied de la falaise, on a commencé à discuter, tout ça. Et en fait, comme ce n'étaient pas vraiment des mecs
qui grimpaient beaucoup. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des gars qui étaient diplômés moniteurs d'escalade comme on en parle maintenant. Ça n'existait pas à l'époque. C'était des professeurs d'éducation physique. Donc eux, ben, ils m'ont demandé, ils m'ont dit: Alain, ça serait bien si tu pouvais nous installer des cordes pour faire grimper les gamins. Et du coup, bon, on m'a passé un anneau de sangle avec 2 mousquetons à vis et une corde. Et puis je suis monté, j'ai fait 15 mètres d'ascension. J'ai installé le mousqueton. Il y avait des grosses broches scellées avec du ciment. Il y avait un anneau de sangle. Et l'anneau de sangle, en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait servi à un groupe précédent à apprendre à faire les nœuds. Et donc, il avait été mis comme ça, accidentellement, parmi les anneaux de sangle qui, eux, sont utilisables. Donc, moi, je n'ai pas fait gaffe. J'ai installé mon truc, j'ai balancé la corde. Et puis, j'allais même redescendre en désescalade. Et puis, bon, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, allez, je vais descendre en rappel. J'avais pas de baudrier, donc je me suis mis en rappel alpin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais bon, les gens ne connaissent pas un rappel alpin aujourd'hui. Et puis en fait, comme le départ, le point d'ancrage était relativement loin, en fait, il a fallu que je me mette vraiment perpendiculaire à la verticale. Et puis d'un seul coup, ben, j'ai entendu un grand bruit. La corde, elle est devenue molle. Et je suis tombé en chute libre de quasiment 20 mètres à la base de la falaise du calcaire. Donc, c'est vraiment dur. Et c'est les 2 mains qui ont atterri. Donc, les 2 mains ont explosé. On peut même dire qu'elles ont été pulvérisées, puisqu'on appelle ça un fracas osseux. Ça a déchiré la peau, ça a déchiré ma chair. Et puis, j'ai commencé également à me vider de mon sang. Alors, j'ai quand même été sauvé par quelque chose d'extraordinaire. C'est que mes avant-bras ont travaillé comme des amortisseurs. C'est-à-dire qu'une fois que les 2 poignets avaient explosé, ça a été le tour des coudes. Donc, du coup, ça a absorbé énormément d'énergie. Puisqu'après, la pièce suivante, c'était la tête. Donc, fracture du crâne. Je suis tombé dans le coma. J'ai eu encore 2, 3 autres fractures. J'ai eu double fracture du bassin, fracture comment on appelle ça, de la rotule, éclatement de la rotule, très exactement, et puis une fracture du calcanéum. Et puis là, ben, on m'a récupéré, je ne sais pas comment, parce que moi j'étais dans le coma, donc je ne me rappelle pas tellement. Et j'ai fait 6 jours de coma. Et quand je me suis réveillé, ben, j'ai eu la visite du fameux Gérard Howell. Et je n'avais pas réellement analysé ce qui s'était passé et dans quel état j'étais. Donc, une des premières choses que je lui ai demandé, c'était quand est-ce que je pourrais recommencer à faire de l'escalade. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit: écoutez, monsieur Robert, j'étais en fait en service quand vous êtes arrivé aux urgences dans le coma. Et déjà, votre pronostic vital était engagé d'une part à cause du coma, mais également parce que vous aviez perdu beaucoup trop de sang. Donc, on ne savait pas si vous alliez passer la nuit. Et en plus, il ajoute et il me dit: ça fait 20 ans que je suis chirurgien et de toute ma carrière, je suis chirurgien de la main, donc c'est vraiment ma spécialité. Je n'ai jamais vu des poignets aussi détruits que les vôtres. En fait, il m'a dit, pour faire simple, on pourrait les comparer à des œufs brouillés. Alors, il m'a dit, c'est un miracle que vous soyez en vie. L'escalade, ben, vous êtes jeune, hein, vous avez 17 ans, donc l'escalade, il faudra faire une croix là-dessus. Mais il m'a dit, bon, vous avez quand même de la chance, vous êtes en vie, vous allez pouvoir remarcher parce que vos fractures du bassin ne sont pas catastrophiques. Donc, d'ici 3 mois, vous pourrez remarcher et puis vous pourrez faire d'autres sports. Et puis voilà, donc, suivi d'une armée de blouses blanches, il est parti. Et puis, ben, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai fermé les yeux, et puis j'ai commencé à me souvenir, en fait, le petit gamin que j'avais été longtemps en arrière, qui avait peur de tout, qui était timide, qui était limite introverti,
qui avait quasiment peur de son ombre devant une glace. Et puis, par contre, je me suis rappelé également de l'autre Alain Robert, celui qui voulait être brave et courageux, comme Zorro, Robin des Bois, D'Artagnan. Et bon, de réaliser en arrière tout ça que peut-être j'étais finalement pas né à la meilleure époque pour être Zorro, Robin des Bois ou D'Artagnan. Et puis un jour, je suis tombé comme ça, un dimanche après-midi. Hein, à l'époque, il n'y avait qu'une chaîne télé en noir et blanc. Mes parents m'autorisaient à regarder le film du dimanche. Et je suis tombé sur un film tiré d'un roman d'Henri Troyat qui s'appelle La neige en deuil. Et en fait, ce film, c'est l'histoire d'un avion qui s'écrase près du sommet du Mont Blanc et deux frères qui sont guides de haute montagne et qui décident de grimper cette montagne. Ça me semblait complètement fou, complètement extraordinaire, pour aller chercher des survivants. Et donc, et c'est ce qui m'a vraiment, ça a été le déclic dans ma vie et qui m'a donné l'envie un jour de devenir un grimpeur. Et puis, quelques temps en arrière de ça, on était, à l'époque, mes parents habitaient Lyon, donc on partait en vacances avec toute la famille, donc l'autoroute, on devait se rendre à Toulouse, et puis mon père décide de sortir de l'autoroute et de couper par les gorges du Tarn. Et j'étais terrifié dans la voiture. J'avais l'impression qu'à chacun des virages, la voiture allait être avalée par le précipice. Bon, j'ai réussi finalement à convaincre mes parents et quand on est rentré de vacances, on a fait le grand tour en passant par Narbonne et on a repris l'autoroute. Mais donc du coup, c'était aussi mon rêve de gosse qui s'écroulait une fois de plus. Et puis bon, puis j'ai continué ma vie, je pensais de temps à autre quand même à l'escalade. Et puis je regardais d'ailleurs le building où j'habitais avec mes parents. On habitait au 7e étage à l'époque. Et puis un jour, j'étais au bahut, il manquait 2 professeurs. Et puis donc on nous a laissé partir très en avance. Mais à l'époque, mes parents travaillaient. Donc je me suis retrouvé devant la porte et j'ai réalisé que j'avais changé de blouson le matin et qu'en fait, je n'avais pas mes clés. Et puis je me suis rappelé que j'avais quand même regardé ce bâtiment visiblement assez facile, 7 étages, mais en fait c'était des balcons. Donc il suffisait juste d'attraper la balustrade. Il y avait des gros trous sur la droite où on pouvait rentrer la main et crocheter. Et puis j'ai grimpé les 7 étages. Et en fait je me suis retrouvé sur le balcon, j'ai ouvert la porte de la loggia. Et il y avait la concierge d'ailleurs qui avait été alertée par des voisins qui hurlaient comme une malade. Donc le soir, en fait, quand mes parents sont rentrés, j'ai eu droit à une grosse soufflante. Et puis j'ai été puni pendant 3 semaines. Mais pour moi, en fait, ce qui était fabuleux, c'est que j'avais fait sauter un verrou. C'est-à-dire, il s'était passé quelque chose dans ma vie qui était extraordinaire. C'est-à-dire que j'étais devenu un petit peu le héros que je rêvais de devenir. Alors bon, j'étais encore jeune, ce qui fait que j'ai pas pu aller dans un club d'escalade, puisqu'à l'époque, c'était le club alpin français. Il fallait avoir, je crois, 16 ans, hein, si je me trompe pas. Donc moi, j'étais beaucoup trop jeune. Et puis, j'ai discuté avec des potes qui m'ont parlé du scoutisme, qui m'ont dit, voilà, on connaît un groupe qui s'appelle les Éclaireurs de Crussol. Et puis, je sais qu'ils font du rappel, ils font de la spéléo, tout ça. Donc, je me suis dit, OK, je vais m'inscrire au scout. Et là, j'ai rencontré un jeune qui était le chef de troupe. Et lui aussi, en fait, il caressait le rêve de devenir un grimpeur, un montagnard. Hein. En fait, tous les deux, on voulait devenir des montagnards. Hein. On ne voulait pas devenir particulièrement des grimpeurs. Donc, ni lui, ni moi, n'y connaissions rien du tout à l'escalade. Donc, notre Bible, c'était le bouquin de Gaston Rébuffat, Glace, neige et roc.
En arrière, ça a été le bouquin de Walter Bonatti, 340 heures dans les Grandes Joasses de René de Maison. Et en fait, on a appris l'escalade à travers nos lectures. Mais on a commencé l'escalade en ouvrant des voies. C'est-à-dire que les falaises à proximité de Valence, il y avait une seule voie qui avait été ouverte par Georges Livanos, qu'on a répété beaucoup plus tard, mais tout le reste, c'était du terrain vierge. Donc, on s'est lancé comme ça, de façon complètement autodidacte dans l'escalade. À l'époque, il n'y avait pas de baudrier, on grimpait en cordée autour de la taille. Très souvent, il y avait très très peu de points d'assurance. Et donc, c'était, on va dire, c'était quand même une escalade relativement dangereuse. Ce qui nous a aussi, en particulier moi, permis justement d'avoir très rapidement l'habitude de grimper dans des conditions qui étaient quasiment des conditions d'escalade en solitaire. Et puis de temps à autre, on grimpait même également, on se suivait l'un et l'autre et on ne prenait pas de corde. Donc, et ça a duré comme ça pendant 2 ans. Et Pierre était de 2 ans mon aîné, et puis un jour, il m'a annoncé qu'il s'engageait dans l'armée et qu'en fait, j'allais plus avoir de compagnon de cordée. Et là, j'ai décidé que de toute façon, il était hors de question. Je m'étais tellement battu de l'enfant timide à ce gamin que j'étais devenu, qui grimpait en Ardèche très régulièrement. Et j'ai décidé de me lancer réellement dans l'escalade en solo. Et puis après, une fois que j'ai commencé, plus rien ne m'a arrêté. Je suis allé voir dans le Vercors, j'ai grimpé en solo sur les falaises de Presles, sur les falaises d'Archiane qui faisaient 400 mètres de hauteur. Je me rappelle même une fois, j'étais en solo et j'avais croisé Yannick Seigneur, qui à l'époque représentait un dieu de la montagne, puisqu'il avait fait, je crois qu'il avait fait un 8000 à l'époque. Et ça l'avait complètement bluffé de voir ce petit gamin qui grimpait en solo la voie du Levant à Archiane. Et donc j'ai continué, et puis ça m'a amené jusqu'à ce jour où j'ai eu ce terrible accident. Donc, pendant 3 mois, j'ai été hospitalisé. On m'a opéré un petit peu, mais on n'a pas pu faire grand-chose parce que, en fait, le chirurgien, ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit, il n'y avait pas à l'époque des prothèses de poignet. Donc, il m'a dit, normalement, on met des plaques, on met des clous, mais il m'a dit, chez vous, on ne peut rien mettre, c'est tout cassé, c'est tout en bouillie. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a bloqué le poignet gauche. Donc, ils m'ont installé ce qu'on appelle un fixateur externe, c'est-à-dire qu'on vous perce l'avant-bras et on vous perce par là vers le pouce. Et puis, c'est un truc qui marche avec une espèce de molette et on vous resserre votre avant-bras de manière à ce que toutes les petites pièces qui sont cassées, elles se retrouvent à peu près en cohésion, en espérant que du cal osseux sera fabriqué et qu'une pseudo-articulation, vraiment pseudo, puisse éventuellement se reconstruire. Mais en fait, c'est un leurre, c'est plutôt une blague, leur truc. Et donc j'ai fait mes 3 mois d'hôpital. Donc on a fait un tout petit peu de la rééducation, mais j'arrivais rien à faire, hein. Je me souviens parce que quand je suis rentré à la maison, j'arrivais pas à tenir une fourchette, j'arrivais pas à ouvrir le robinet, j'arrivais pas à tourner le verrou à la maison. Et j'ai attaqué ma rééducation de façon très curieuse, avec des casseroles. J'avais un jeu de 4 casseroles à la maison et il y avait la petite, on a tous 4 casseroles, hein, tout le monde est habitué aux casseroles. Bon. Et donc, je remplissais les casseroles d'eau et j'essayais de les soulever. La main droite, assez rapidement, j'ai réussi à soulever les 4 casseroles.
Alors au début, je tenais vraiment, la main était vraiment le plus près de la queue, parce qu'en fait, si je la tenais, il y avait trop de levier, donc je ne pouvais pas soulever une casserole avec le levier. C'est dire à quel point mon niveau de force physique était totalement inexistant. Et la main gauche, c'était absolument catastrophique. Ça m'a pris un temps monstrueux pour finalement arriver à soulever la plus grosse des casseroles. Donc voilà, donc tout ça, c'était vraiment la galère. Et puis, j'ai découvert un mur en briques qui était à proximité de la maison. Alors ce mur, ce qu'il avait d'intéressant, c'est qu'il était très long. Il faisait 100 mètres de longueur, 2,50 m de hauteur. Donc le but, c'était pas de grimper le mur, c'était d'essayer d'en traverser des petits morceaux. Mais bon, au tout début, c'était pas cool. Hein. Je suis allé, j'arrivais pas à m'y tenir dessus. Hein. J'arrivais à glisser mes doigts dans les interstices, donc les deux mains, à glisser mes chaussons, mais je pouvais absolument pas bouger. Et puis ça a duré, j'y allais 3 fois, 4 fois par jour. Et puis un jour, au miracle, j'ai réussi à déplacer ma main droite. Donc c'est déjà une grosse victoire. Un peu plus tard en arrière, j'ai commencé à déplacer ma main gauche, qui était, elle, plus handicapée, parce que le fait de déplacer la main gauche et de la ramener sur une prise, ben, il fallait la retenir, et c'était beaucoup plus violent que sur la main droite. Donc ça a pris aussi beaucoup de temps. Et puis, j'y suis allé sur ce mur, comme ça, 3 fois par jour, des fois 4 fois par jour. Et puis, j'ai commencé petit à petit à grignoter, à faire 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et ça m'a pris 2 ans. 2 ans pour traverser ce mur dans sa totalité. Et entre-temps, évidemment, je refaisais de l'escalade en falaise au début du bloc. Après, je me suis remis quand même assez rapidement pour conjurer le sort. J'ai regrimpé en solo exactement là où j'étais tombé. Donc c'était bien, c'était intéressant, parce qu'en fait pour moi c'était ça véhiculait beaucoup d'espoir. Et puis voilà, et puis 2 ans plus tard, aussi quelque chose d'extraordinaire. Je vous en ai parlé tout à l'heure, de cette fameuse voix qui s'appelait l'abominable homme des doigts, que j'arrivais pas à enchaîner en cordée avant mon accident. Et ben j'y suis retourné dedans avec une corde, et puis j'ai commencé à refaire les moves assez rapidement. Donc j'étais complètement étonné et super excité. Et après 3 séances dans la voie, j'ai pu l'enchaîner en bon style avec une corde. Et ça veut dire donc qu'à partir de ce moment-là, j'étais déjà plus fort que ce que j'avais jamais été auparavant. Entre-temps, j'avais été expertisé par la Cotorep. On avait trouvé que j'avais un handicap estimé à 66%, et principalement localisé sur les poignets, sur les doigts, sur les coudes, et que je souffrais également du vertige suite à un problème d'oreille interne gauche. Donc tout ça, c'était pas de très bon augure, mais j'ai décidé que, ma foi, j'allais me battre avec ces 34% restants, et que j'allais essayer de les optimiser. Et donc, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et puis petit à petit, j'ai commencé à augmenter le niveau de difficulté en escalade en cordée. Et puis 2 années plus tard, au miracle, enfin c'est pas un miracle, hein, c'est surtout beaucoup de travail, beaucoup de résilience, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'entraînement, et je réussissais le fameux abominable homme des doigts en solo. Et c'était pour moi vraiment jamais, au grand jamais, j'aurais pensé que je pourrais un jour gravir cette voie en solo. Et c'est cette période de ma vie donc où je me suis énormément investi sur des voies de plus en plus difficiles. C'est-à-dire qu'après, l'abominable homme des doigts, j'ai découvert qu'on pouvait faire une variante que j'ai appelée l'abomifreux, qui était 7C. Après, j'ai découvert une variante qui était encore plus dure, que j'ai appelée l'abominafreux,
qui étaient 8A, puis vraiment des gros 8A, hein, pas des trucs de gamins. Et donc, c'était une période extraordinaire et j'étais devenu complètement addict. C'est-à-dire qu'il ne se passait pas une journée sans que je grimpe en solo. Pour moi, c'était devenu mon baromètre. C'est-à-dire que toutes les voies de la région en 7e et en 8e degré, j'y allais systématiquement tous les jours. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de me lancer dans des escalades plus dures, de réaliser en 91 les 2 premiers 8B en solo dans l'histoire de l'escalade. La première, c'était Compilation, qui a donné lieu à un film qui s'appelle Passion Vitale. Et puis après, j'ai fait Triptyque, qui est un 8B encore plus dur que le premier. Mais bon, Compilation a été primé en 1992, je crois, au Festival de l'aventure des Janssen. Et c'était cette année-là, c'était Patrick Edlinger qui était le président du jury. Et ce qui se passait, c'est que peu de temps avant, j'avais fait la Nuit des Arts en solo à Bioux. Et Patrick, il essayait la nuit et il n'arrivait pas, il chutait chaque fois en haut. Et bon, il m'a dit, putain, ça me casse cette voix. Et il a laissé tomber. Et donc, ce truc est un truc de fou. Hein. C'est une voix, à savoir que le passage clé, il est au sommet. C'est 2 passages dynamiques sur des aplats inclinés à 45 degrés, pas de prise de pied, et c'était inconcevable. Et ça le reste encore. Hein. Aujourd'hui, les gens ils se disent, mais comment un mec, il a pu oser faire ça? Alexander Huber, qui a écrit la préface de mon livre, qui a fait le premier 8B+, en solo, ce qu'il explique, c'est que faire la Nuit des Lézards en solo, c'est fou, c'est inconcevable. C'est c'est pas un autre degré, parce qu'en fait, il a fait Communiste, qui est plus dur, mais la nuit, c'est la nuit. Et en arrière de ça, Pol Pot, ça a été vraiment ça a été en fait mes adieux à l'escalade, l'escalade solitaire de très haut niveau. Où là, vraiment, j'ai poussé le bouchon très loin. Et même Alex Honnold, il disait il n'y a pas très longtemps, dans une interview qu'il a donné, oui, pour un article que j'avais dans le magazine Summit, qui est un gros journal d'escalade très pointu aux États-Unis. Et il expliquait que même si tu vas 100 fois dans Pol Pot avec une corde, eh ben, le jour où tu le fais sans corde, c'est comme jouer à la roulette russe. Et donc, c'était une voix, j'avais 50% de réussite quand je la faisais encorder. Donc, et en fait, j'ai pu faire cette voix tout simplement parce que j'avais une foi en moi qui était inébranlable, que j'ai réussi à acquérir pendant toutes ces années où j'ai grimpé en solo au quotidien. Et au lieu de regarder le verre à moitié plein, au lieu de regarder le verre à moitié vide, je regardais le verre à moitié plein. Et donc, j'appelle ça un petit peu, c'est aussi ce que j'appelle de la foi en l'invisible. Parce que, puisque justement, c'est pas possible d'avoir la certitude que ça va marcher, il faut bien avoir la foi en quelque chose. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, c'était extraordinaire. Je me souviens parce que y avait le photographe qui était pendu au-dessus de moi quand je suis passé dans le passage clé. Il me manquait 3 ou 4 centimètres pour atteindre ce que j'appelle la prise salvatrice. Donc j'étais vraiment dans le crux. Et puis je me rendais compte que j'avais une adhérence pied droit qui était vraiment foireuse. J'étais déjà quasiment en limite d'adhérence, mais la prise que je tenais main droite, elle était tellement mauvaise. Et j'ai fait un grand retourné, et là j'étais à 4-5 cm de la goutte d'eau. Donc il ne me restait plus qu'une seule chose à faire, c'était de pousser encore plus sur le pied droit, en sachant que probablement
j'allais être en rupture d'adhérence. Et puis au miracle, mes deux doigts se refermaient sur une petite goutte d'eau. Et là j'ai dit au photographe, je suis complètement fou. Et ça y ressemble, hein, d'ailleurs. Donc, et en fait, c'est ce que j'appelle la plus belle victoire de ma vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en 94, déjà, ma vie, elle avait changé. J'étais passé à l'escalade des gratte-ciel. J'étais connu grâce au film Passion Vitale qui avait été primé aux Janssen, qui avait été primé. Alors, il était primé prix de l'exploit sportif. C'est-à-dire que ce n'était pas la qualité cinématographique du film qui était reconnue, c'était la performance sportive. Donc j'ai eu le même prix également à Torello en Espagne, le même prix au Diableret en Suisse, et j'ai eu le prix du Comité international olympique en Slovaquie, qui a été décerné par Juan Antonio Samaranch. Et c'était fou parce que être primé par le comité olympique, alors qu'on était à des années-lumière à ce que l'escalade devienne un sport olympique, et puis qui ne sera jamais un sport olympique pour les mecs qui grimpent en solo. Donc il y avait un côté qui était complètement visionnaire dans la démarche de Juan Antonio Samaranch. Il faut que je boive parce que vraiment les mecs... On va revenir sur les gratte-ciel. Alors tout ça, ça a commencé parce que j'ai été contacté par un fabricant de montres, Sector No Limits. Sector No Limits, à savoir qu'ils avaient un team d'aventuriers. C'est eux qui avaient Gérard Daboville, qui avait traversé l'Atlantique à la nage, à la rame. Ils ont eu Patrick Delage qui a traversé l'Atlantique à la nage. Ils avaient Chantal Mauduit qui est décédée depuis, la pauvre, qui avait fait la première ascension du K2. Ils avaient Manolo. Ils avaient Patrick de Gaillardon qui lui aussi s'est tué en wingsuit. Et ils avaient Umberto Pellizzari qui faisait de l'apnée. Et donc, moi, ils m'ont pris pour l'escalade, mais simplement, à l'époque, ils faisaient une série de documentaires télévisés qu'ils appelaient Sector No Limits. Et le directeur du film, il avait comme projet, en fait, que je grimpe des gratte-ciel. Alors bon, quand on m'a dit ça, j'étais très content de savoir que j'allais être sponsorisé par Sector. Et puis d'un seul coup, grimper des gratte-ciel, je me suis dit, bon, c'est tordu. Grimper des gratte-ciel, ça ne se grimpe pas. Bon, il m'a payé quand même, on m'a payé un voyage à Chicago, Dallas, Houston et New York. Et puis là, ben, putain, je me suis retrouvé comme un gamin devant le sapin de Noël le 25 décembre. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait beaucoup de ces buildings qui étaient grimpables. Même si, bon, j'étais monté au sommet de la tour Sears, j'étais même terrifié de regarder. J'étais au 103e étage à l'observatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le sommet. Le sommet, il est au 113e étage. Et je ne savais pas que 5 années plus tard, je viendrais à bout de la tour Sears. Et la tour Sears, c'est probablement une des tours les plus difficiles que j'ai escaladées. C'est difficile de donner une cotation parce que intrinsèquement, c'est pas non plus, c'est pas du 7 ni du 8, mais c'est une tour qui est particulière parce qu'il n'y a qu'une fissure verticale qui raye la tour de la base au sommet et il n'y a pas de prise horizontale. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes parti là-dedans, vous êtes obligé de verrouiller les pieds, vous êtes obligé de verrouiller les doigts et vous avez toujours le corps qui est en arrière. Et par expérience, je n'avais grimpé que des buildings de 200 à 220 mètres de hauteur. Donc, d'un seul coup, me lancer sur quelque chose qui faisait quasiment 500 mètres de hauteur, je me rappelle parce que quand j'ai attaqué l'ascension, je pleurais en fait. Je pleurais parce que j'avais l'impression que voilà, je signais en quelque sorte mon arrêt de mort.
Et puis, les choses se sont plutôt bien passées parce que dès que j'ai attaqué l'ascension, j'étais plus le jeune qui pleurait, j'étais devenu un lion. Et donc, ça a été une sacrée bataille parce que, en fait, c'était extrêmement épuisant. Je savais pas exactement si j'avais assez de carburant musculaire pour compléter l'ascension. Donc, c'était de trouver un rythme pas trop lent et pas trop rapide pour arriver à avoir à peu près une gestion de mon réservoir en carburant. Alors comme l'ascension a duré 1h30, on va dire que c'était du diesel, mais j'étais vraiment dans le rouge. En haut, il y avait une pellicule d'humidité, mais comme j'avais des strapales sur les doigts, eh ben, quand j'ai attrapé la fissure, je ne m'en suis pas rendu compte avec les doigts. Et quand j'ai verrouillé mon pied, eh ben, la fissure, elle était mouillée à l'intérieur. Et d'un seul coup, ça a glissé. Panique à bord, le pied se recoince, je reverrouille mon pied tant bien que mal. Et puis, j'ai terminé l'ascension, il me manquait à peu près 60 mètres, où j'étais entre la vie et la mort. Et quand je suis arrivé en haut, ben, j'étais un born again, c'est-à-dire j'avais vraiment l'impression, je veux dire, il y avait 20 flics qui étaient au sommet, on voyait d'ailleurs leur tête qui dépassait, ils étaient à plat ventre, tous. Et putain, quand ils m'ont passé les menottes, c'était extraordinaire. Alors, ben voilà, donc je pense que c'est une belle façon de conclure mon histoire. Hein. Bon, après, évidemment, il y a eu des tas d'autres gratte-ciel. J'ai fait Framatome, d'ailleurs, en 1998, qui peut-être serait plus dur que la Tour Sears. Donc ça, après, ça se discute. Hein. Comme je suis le seul qui a fait tous les buildings difficiles au monde, pour l'instant, j'ai pas de concurrence. Hein. Et c'est pareil d'ailleurs pour les solos en 8e degré, il n'y en a aucun qui a été répété. Donc, et il y en a beaucoup qui s'accordent pour dire qu'ils seront probablement jamais répétés. Bon, on verra. Hein. Après, moi, je m'en fous. Hein. Je les ai faits, c'est ça qui est important. Donc voilà, je pourrais vous raconter aussi peut-être ce que je considère mon ascension de gratte-ciel la plus remarquable, parce que sur un plan esthétique et également parce que ça m'a pris 12 ans. J'ai échoué 2 fois, c'est les Petronas à Kuala Lumpur. Alors j'ai échoué pas parce que c'est particulièrement difficile, mais parce qu'en fait, il y a des plateformes qui font le tour. Et la première plateforme, elle est située au 60e étage. Donc la première fois, je me suis fait arrêter au 60e. On m'a mis en prison. C'était pas très confortable, c'était vraiment une prison, c'est des conditions assez catastrophiques, avec des cafards partout, avec de la terre battue, et en plus j'étais dans un pays musulman et je savais pas à l'époque qu'on mangeait avec les doigts. Alors on m'a amené ma bouffe sur un papier et puis j'étais avec des mecs en cellule. Et puis, je me suis mis à 4 pattes. Et puis, et en fait, j'étais avec des Indiens malais et qui ils m'ont expliqué que c'est pas comme ça que ça marchait, qu'en fait, et en fait, moi, comme j'ai pas de supination avec les mains, j'ai un peu de supination avec la main droite et avec la main gauche, on peut pas. Avec ma main gauche, voilà, donc pour ramasser. Donc là, comme je sens pas ces 2 doigts-là, c'est pas particulièrement confortable. Donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'effectivement, dans les pays musulmans, on mangeait avec les mains. Bon, et puis, donc je suis resté quelques jours en prison. Et puis là, il s'est passé quelque chose de miraculeux parce qu'en fait, j'ai été condamné, séance tenante, à 1 année de prison. Et puis, 2 jours plus tard, il y a un ami du roi de la reine un ami du roi de Malaisie qui m'a rendu visite.
et qui trouvait que c'était admirable ce que j'avais fait, parce que j'étais passé dans tous les médias, j'étais sur toutes les couvertures partout dans le monde entier, c'était passé sur CNN, sur toutes les télés locales, et donc il a estimé que ce que j'avais fait, c'était pas un crime. Donc il a fait jouer ses appuis et il m'a fait relâcher. Et puis, bon, évidemment, j'ai promis que je regrimperais jamais la tour. Et puis, 10 ans plus tard, il y a un riche milliardaire américain qui vivait à Singapour qui m'a contacté et qui m'a dit: écoute, j'aimerais faire un cadeau, c'est l'anniversaire de mon fils, j'ai 2 gamins, et en fait, j'aimerais leur offrir que tu escalades les Pétronas. Bon, il m'a expliqué qu'il avait des bons avocats, qu'il avait des bons contacts et tout. Il m'a filé un bon bifton. Donc, je me suis dit, bon, allez, ok, on va tenter. Et puis, on a passé 2 jours à Kuala Lumpur, 3 jours, je crois même. Et puis, chaque matin, ben, il pleuvait. Et puis, au 3e jour, eh ben, il m'a dit, les enfants, il faut qu'ils rentrent parce que là, ils font sauter l'école depuis 3 jours. Mais il m'a dit, Alain, écoute, il vient de pleuvoir, mais là maintenant la tour elle a séché, elle est au soleil, il a été voir, il a touché. Et je lui dis ouais mais Lane ça fait chier parce que écoute je vais grimper que 60 étages. Il m'a dit ouais mais pas mes gamins et tout, c'est fabuleux. Et puis voilà, puis je me suis laissé embarquer dans son truc. Et puis je me suis fait arrêter, cette fois c'était sur la tour 2, c'était pas sur la tour 1, mais je me suis fait arrêter également au 60e étage. Et puis le temps a passé, donc pour moi c'était clair et net que jamais je ferais les Pétronas. Tant pis, c'était un rêve que j'avais cramé quelque part, parce que je savais que si je voulais réussir, il fallait démarrer l'ascension de nuit. Et puis en 2007, je faisais un documentaire avec Channel 4, une grosse chaîne anglaise. Et puis ils m'ont dit, il est sorti ce documentaire, donc j'avais grimpé en Chine, j'avais grimpé à Moscou, j'avais fait que des ascensions illégales au Portugal, à Berlin. Et puis une année plus tard, ce film s'était vachement bien vendu. Et ils m'ont dit, en fait, on ne peut pas refaire un documentaire en entier sur toi, mais on aimerait refaire un gros segment. Et ils m'ont dit, est-ce que tu n'as pas une ascension, un rêve, un truc qui te tient à cœur? Alors bon, j'aurais dit, bah, il y aurait bien ce building à Los Angeles. Ah non, 300 mètres et tout, c'est pas beau, c'est pas intéressant. J'aurais proposé un truc à la Défense, encore pire. Et puis, ils m'ont dit, mais et les Pétronas? Alors, j'ai dit, les Pétronas, ils m'ont dit, ouais, ça serait bien, les Pétronas. Alors, j'ai dit, bon, ok, je vais appeler mon avocat. Donc, j'appelle mon avocat et il me dit, ouais, Alain, il me dit, c'est pas raisonnable. Il m'a dit, écoute, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais être renseigné auprès du plus grand criminaliste en Malaisie? Et je lui ai dit de préférence si je pouvais l'avoir pro bono. Je lui ai dit, j'ai pas trop de thunes, un avocat c'est vite très cher. Et le gars il a accepté en fait de me défendre pro bono. Alors j'ai pris mon vol pour Kuala Lumpur. Les Anglais étaient déjà dans l'avion et les Américains aussi étaient déjà dans l'avion. Et quand je suis arrivé en Malaisie, ben, j'ai rencontré l'avocat. Et l'avocat, il n'avait pas compris que c'était ma 3e tentative. Il croyait que c'était la 2e tentative. Alors il m'a dit non, il m'a dit écoutez, là vous risquez 5 ans de prison ferme. Alors bon, en connaissant déjà un petit peu les conditions de détention à Kuala Lumpur, ça me... Et en fait, je savais pas encore, oui, que les Anglais, les Américains étaient déjà dans l'avion. Donc je je suis rentré à l'hôtel, j'ai appelé Londres et on m'a dit, ben non, ils sont tous dans l'avion. Donc ils sont arrivés le lendemain, je leur ai exposé le cas de figure. Je leur ai dit, écoutez les mecs, je pense pas que ça vaille réellement le coup, j'ai pas envie de croupir 5 années en prison. Et puis en fait, comme il devait tourner, il y avait 1 semaine entière de tournage avant l'ascension. Il m'a dit, écoute, Alain, on va faire comme si tu vas la faire dans 1 semaine. Et puis, ben voilà, si dans 1 semaine tu veux pas la faire, ben on essaiera de sauver la casse et de faire quand même un segment avec ta préparation et ton échec, quoi.
Et puis, en fait, donc j'avais évidemment la même stratégie que 10 ans auparavant, c'est-à-dire démarrer l'ascension de nuit. Donc j'ai attaqué l'ascension de nuit. Alors c'est assez compliqué parce que j'y voyais pas grand-chose. Les 10 premiers mètres de la tour étaient éclairés. Donc, quand j'ai attaqué, il y avait de la sécurité qui circulait. Les mecs étaient devant moi. Ils ne se sont pas tournés. Donc, j'ai touché du bois. Et puis, j'ai attaqué l'escalade. Donc, j'ai grimpé les 10 premiers mètres comme une balle. Et puis ensuite, je me suis calmé. En plus de découvrir que la structure, en 10 années, elle avait bougé et que les fissures, des fois, mes doigts ne rentraient pas. Donc, j'étais obligé de traverser et de chercher un autre jeu de fissures qui était où je pouvais réellement coincer les doigts. Puis à nouveau, c'était plein, et puis je continuais à traverser, et puis ça s'est passé comme ça. Puis je suis monté au 60e étage. Au 60e étage, je me suis pincé la joue pour être sûr que je rêvais pas. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de sécurité parce que je n'avais pas encore été repéré. Le seul média qui était au courant, c'était Reuters, au 36e étage de la tour. Donc eux, évidemment, ils n'ont pas du tout vendu la mèche. Et en fait, ce que je ne savais pas, et puis il y avait aussi, il y avait toute l'équipe de Channel 4. Hein. Eux, ils avaient squatté tous les toits des alentours. Mais je leur avais dit, surtout, personne au pied et à proximité du building. Donc ils ont tenu parole. Ils avaient pris également un hélicoptère qui a mis beaucoup de temps à arriver. Et puis, en fait, quand il est arrivé déjà de découvrir que cet hélico n'avait pas le droit de faire du vol, comment on appelle ça, stationnaire. Donc, et ça, c'était vraiment un très gros problème parce que y avait un gars qui était embarqué dans l'hélicoptère avec une caméra grosse comme ça. À l'époque, il n'y avait pas des GoPro. J'avais quand même une petite caméra frontale, mais vraiment une grosse merde. J'avais demandé à Claude de l'allumer et il m'a dit si, c'est bon, elle l'a allumée. Et en fait, elle n'était pas allumée. Donc, pendant toute l'ascension, j'ai parlé à ma caméra qui n'a jamais entendu tout ce que je lui ai raconté. Et puis voilà, puis donc j'ai réussi à vaincre les obstacles. Quand je suis arrivé au 80e étage, catastrophe. J'avais pas percuté qu'il y avait un deuxième observatoire au 87e étage et qu'en fait, l'étage, il faisait le double de hauteur. Donc, je suis passé en courbadrue, donc en sachant que je pouvais potentiellement tomber de 350 mètres. Et puis, c'est passé, hein, vraiment au taquet. Et puis, je me suis retrouvé sur la dernière plateforme au 88e étage. Toujours personne. Et puis là, je me suis dit, putain, je vais quand même essayer de continuer. On va voir. Hein. Parce qu'en fait, il reste quand même 90 mètres avant d'aller au sommet. Donc, j'ai grimpé les 10 mètres suivants en me disant, bon, après ces 10 mètres-là, c'est sûr que c'est foutu parce qu'il y a une grosse sphère surplombante avec des tubes qui sont énormes, qui sont tout ronds. Je me suis dit, c'est pas possible que ça fasse. Et puis j'ai trouvé une méthode et tout, puis c'est passé. Puis chaque fois que je passais un tube, je me disais, bon ok, Alain, tout à l'heure, il va falloir que ça, tu le fasses en escalade. Parce que la police, elle ne sera pas là-haut. Elle sera au 88e étage. Donc bon, c'est passé en perdant jamais de vue. Donc il allait falloir redésescalader. Ensuite, le mât, lui, il était relativement facile. Il faisait, je crois, 60-70 mètres de hauteur. Et puis, il y avait quand même une boule à la fin, encore une sphère surplombante. Mais ce coup-ci, vraiment toute ronde. Et puis, je fais un essai, impossible. 2 essais, impossible. Là, je sors mon arme. J'ai le drapeau malais sous mon truc. Je l'installe au sommet en me disant, voilà, maintenant, tu vas redescalader. Et puis, je me dis, quand même, c'est quand même fou. Tu es là, il manque 2 mètres. Et allez, j'ai donné vraiment un coup de rein et puis c'est passé. Et quand je suis arrivé au sommet, je me suis vraiment pincé pour être sûr qu'en fait, je rêvais pas. Hein. Voilà, c'est une belle histoire parce que ma foi, elle peut inspirer.
Les valeurs que je véhicule, c'est des valeurs qui s'utilisent dans la vie de tout le monde, tous les jours. C'est de la résilience, de l'abnégation, vaincre ses peurs. Et très souvent, je demande aux gens, c'est quoi votre rêve ? C'est la première question à leur demander. Et on s'aperçoit, il y avait d'ailleurs une étude qui a été faite par la CIA, que 80% des Américains qui travaillent n'aiment pas leur boulot. Et donc, moi, j'ai décidé très tôt dans ma vie de ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai décidé que je voulais réaliser mes rêves et pas simplement rêver ma vie. Voilà, et passer à côté. Voilà, pour les questions. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je boive à nouveau. On n'a pas eu la fin de l'histoire avec la police, alors qu'est-ce qui s'est passé sur les tours ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait juste une nuit en détention. Le fait que le drapeau de Malaisie ait fait le tour du monde au sommet des Petronas, j'ai eu une amende de, je crois, $500. Et puis, la procureure a demandé 6 mois. Et puis, j'ai pas compris pourquoi elle demandait 6 mois et l'amende. Je me suis dit merde. Et puis, le juge a dit non, juste l'amende. Et puis après, la nana, elle vient me voir, elle me dit est-ce que vous pourriez me signer un autographe pour ma fille ? Elle est fan de vous. Mais je lui dis mais vous avez demandé 6 mois. Mais elle me dit mais c'est comme ça en fait que ça marche. Nous, on demande plus parce qu'on sait que le juge, il va choisir la version la plus soft. Donc voilà. Mais sur le coup, c'est flippant. Bonjour Alain, déjà merci pour la conférence, la non-conférence. Est-ce que vous comptez regrimper sur de la falaise prochainement ou... Ouais. Là, je vais regrimper au Verdon dans le cadre de mon film, là, mon biopic. Et donc, on va attaquer ça, je pense, à la fin du printemps 2025. Et puis, je regrimperai 2-3 bricoles, 2-3 gratte-ciel par-ci, par-là, à l'occasion, quoi. En fait, déjà, j'ai cette histoire de... C'est pas une histoire d'amour, mais quasiment avec la tour totale, que j'ai gravi 16 fois. Et je me suis promis de la grimper une fois par an jusqu'à l'âge officiel de la retraite en France. Donc, il en reste encore 2. Okay, merci. Bonjour et merci. Je vois que vous gérez bien... Pardon, je suis là. Vos émotions et votre stress à vous. Comment vous gérez le stress de votre entourage ? Ma foi, mon entourage, il m'en parle pas. C'est souvent d'ailleurs, c'est ma femme qui qui me dit Alain, il faut que tu t'entraînes. Ça fait 2 jours que t'as rien foutu. Elle me met au turban. Donc elle rigole pas avec ça. Elle sait que ce que je fais, c'est dangereux. Donc voilà. Et il y a pas de. En fait, on me fait pas ressentir le stress. Ma première femme m'a jamais fait ressentir son stress. Elle m'a vu pourtant grimper Pol Pot et la Nuit du Lézard en solo. Et elle a juste craqué sur Framatome. Elle a pas pu regarder. Et puis ma nouvelle femme, elle m'a vu grimper une fois la tour totale. Et puis voilà, elle y tient pas plus que ça à me regarder. Elle n'aime pas mes vidéos d'ailleurs. Il reste combien de temps là ? Bonsoir, je voudrais savoir comment vous vivez en fait le vieillissement de votre corps par rapport à ce que vous faisiez avant. Et est-ce que ça vous impacte? Est-ce que vous ressentez une différence notoire par rapport au début? Ah ouais, là je suis mauvais. Hein. Non, là vraiment. Là on est. J'arrive encore à me débrouiller, à faire des bricoles comme Total, des choses comme ça. Mais bon, voilà, c'est fini. J'ai fait, là, il y a 1 an et demi en arrière, un 6AB à vue en solo au Verdon. Bon, j'étais un peu dans le rouge. Hein.
Mais bon, je t'avais vu, hein. Au Verdon, en plus, c'est impressionnant. C'était des dernières longueurs. Donc, en fait, vous êtes à 250 mètres du vide, vous ne connaissez pas la voie. Je me suis rendu compte que je voyais plus très clair, donc j'arrivais pas à voir mes prises de pied. Et c'est vrai que c'était un peu spécial. Mais bon, alors, ce qui est intéressant dans ma vie, c'est que j'ai toujours vécu sur le fil de la lame du rasoir. C'est-à-dire que, on va dire que la plus belle période de ma vie, j'étais un moteur de Ferrari que je poussais dans le rouge. Et aujourd'hui, je suis une Clio diesel, mais je la pousse dans le rouge encore, hein. Merci pour cette conférence, c'était vraiment passionnant. De votre vivant, vous êtes devenu un mythe de l'escalade. Si vous deviez citer un autre grimpeur, ce serait lequel? Si j'avais, pardon? Si vous aviez un autre grimpeur à citer, ce serait lequel? Bon, bah, moi, je citerais Alex Honnold parce qu'il est sympa, parce que c'est un peu lui d'ailleurs qui a remis toute ma carrière en lumière. C'est lui qui parle régulièrement de mes escalades et que c'est des trucs complètement barges et que ça ne sera jamais refait. Alexander Huber également, qui est aussi un grand soliste et qui dit que vraiment je suis le mec qui a poussé le niveau du solo à son paroxysme. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je faisais du 8B en solo alors que je faisais à peine du 8B+ avec une corde. Donc voilà, comme il dit Alex, il me dit, moi, quand je fais du solo, il faut que je sois quand même dans ma zone de confort. C'est-à-dire, il me faut à peu près entre 4 et 5 niveaux en dessous de mon niveau maximum avec une corde pour me lancer dans une escalade en solitaire. Voilà. Bah, en tout cas, merci à vous tous. Alors, il faut savoir que je suis un peu cassé parce que j'arrive, cassé les deux, parce que j'arrive de Bali et en fait, ils m'ont pris un billet d'avion bizarre en passant par Taipei, 5h30 de vol, et Taipei-Paris, 14h45 de vol. Donc, je suis arrivé hier et je suis un peu dans le coltard, hein. Voilà, bah, je crois que c'est une belle fin, hein, comme ça, hein.